Tous les trois, on vient vous parler de territoire. Quand on parle de territoire pour cette séquence, c'est territoire versus métropole. Damien Abad, vous êtes député de l'Ain et vous revenez tout juste d'un Tour de France des territoires. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on le sait très peu, mais un Français sur deux vit aujourd'hui dans une commune de moins de 10 000 habitants. Il y a 2,5 millions de personnes qui se sont déplacées des centres urbains vers les centres ruraux depuis 1970. Et on a une croissance démographique aujourd'hui dans les territoires ruraux qui est plus importante que dans les territoires urbains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vitalité économique. Ça veut dire qu'ici, dans ce forum, il y a l'innovation, il y a le digital. Eh bien, je pense que c'est important que ça se diffuse dans tout le territoire. Mais on sait aussi qu'il y a des fractures, malheureusement. Ces fractures, elles sont de divers ordres. Il y a bien sûr d'abord une fracture médicale qui est réelle. Je recevais encore il y a quelques jours des personnes à la permanence, des médecins qui me disaient aujourd'hui il y a des Français qui n'ont plus accès à un médecin généraliste à cause des déserts médicaux. La télémédecine peut être une de ces réponses, justement. Il y a bien sûr la fracture numérique qui est importante. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a encore 650 000 personnes, 1% de la population française, qui n'a tout simplement pas accès au téléphone ou qui ne peut pas envoyer de SMS. C'est plus grand qu'une ville comme Lyon, par exemple. C'est la taille de mon département dans l'Ain, par exemple. Et puis, c'est aussi, bien sûr, la fracture générationnelle avec le vieillissement de la population, la question du maintien des personnes à domicile, sans oublier aussi la mobilité, qui est une question centrale, une question d'actualité, bien entendu, qui est très importante et sur laquelle nous devons aussi apporter des réponses, et des réponses tous ensemble avec les acteurs privés, les acteurs publics et les associations, parce que c'est que comme cela qu'on corrigera ces fractures et qu'on donnera de la vitalité à ces territoires. Et justement, quand vous dites qu'il y a de plus en plus de demandes, d'une manière globale, il y a de plus en plus de demandes sur plein de sujets vis-à-vis des pouvoirs publics, avec des ressources moindres. À ce titre-là, quelques illustrations, peut-être des choses qui viennent du salon du maire dont on parlait? Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a quasiment un maire sur deux qui veut jeter l'éponge, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a de moins en moins de services, que parfois on échange sur un certain nombre de sujets, par exemple sur la poste, sur les banques, sur les commerces de proximité, sentiment de ne pas être toujours entendu. Mais ce qui est important, c'est de faire évoluer les usages. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est qu'on ait un bureau de poste dans chaque commune, ou est-ce que c'est que le facteur vienne dans chaque maison? Et c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, ce qui compte, je crois, pour ces territoires, c'est l'usage. Ce sont les pratiques qui doivent être renouvelées, qui doivent changer. Et je crois que c'est comme cela qu'on pourra avancer vers de la mobilité durable. Et c'est comme cela qu'on créera de l'innovation et du dynamisme dans ces territoires. Et donc, j'ai envie de dire que ce départ des maires, c'est plus un appel, pas un appel au secours, mais en tout cas un appel à justement régénérer de l'intelligence, de l'économie dans ces territoires. Merci. Quand vous dites presque un maire sur deux, au Salon des maires, c'est 49% exactement des maires qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se représenter en 2020, ce qui donne une idée du paysage politique. Vous parliez à l'instant des usages. Jean-Dominique Sénard, il y a quelques instants, nous parlait de sa conviction de l'alliance des pouvoirs publics et des initiatives qui viennent des entreprises privées. Un exemple, dans le tourisme, Emmanuel Maril, vous êtes en charge de Airbnb France et Belgique, si je ne m'abuse. Votre avis sur l'action que Airbnb peut avoir sur ces territoires-là? Et juste avant, moi la première, j'imaginais avant que Airbnb, c'était que sur Paris, ou en tout cas que sur les métropoles. J'ai pris une petite claque avec un chiffre que je te laisse annoncer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, le cliché voudrait qu'en France, on pense Airbnb, on pense Paris, alors pour pas mal de raisons. En 2012, quand on est arrivé en France, effectivement, c'était uniquement parisien. Aujourd'hui, il y a 80% de l'activité d'Airbnb en France qui se passe en dehors de Paris. Et on est présent dans 23 000 communes. Quand je dis on est présent, moi je suis présent nulle part. Enfin, j'habite à Paris, je suis présent à Paris. Mais c'est à travers les 450 000 hébergeurs français qui sont, eux, présents dans 23 000 communes en France. Donc on a une capillarité organique, ça qui est très important. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous dire
je suis responsable de cette capillarité, j'ai créé ce réseau, etc., ce réseau aussi dense. En fait, non, c'est totalement organique. C'est-à-dire que des gens vont gagner, en France en moyenne, un hébergeur va gagner 2100 € par an à peu près. Il va le partager avec son voisin, il va dire l'année dernière j'ai mis ma maison sur Airbnb, j'ai gagné 1000 €. Et ça fait, voilà, c'est du bouche à oreille, et ça fait boule de neige. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une présence aussi forte dans autant de communes. Et un dernier chiffre, et je ne vais vraiment pas vous assommer avec ça, 20% des voyages en France sur Airbnb se déroulent aujourd'hui dans des territoires dits ruraux, et donc des territoires qui finalement n'ont pas aujourd'hui d'infrastructure d'accueil classique, et où la solution d'hébergement chez l'habitant devient une solution intéressante. Et je finirai sur cette petite introduction par un message, c'est le tourisme est vraiment l'or de la France, c'est notre pétrole finalement, et je pense que pouvoir le disperser, cette richesse, cette manne, la disperser autant que possible pour qu'elle ne soit pas uniquement concentrée sur l'Île-de-France, la Côte d'Azur et des territoires dits très touristiques, je pense que c'est un enjeu colossal des 10 prochaines années. Juste, tu as dit que c'était ton dernier chiffre, je vais t'en faire rajouter, parce que tu parles de 23 000, de 23 000 communes. On se tutoie. Allez, 23 000 communes, c'est 2/3 des communes en France, et l'hôtellerie est présent sur 7000 communes. Ce qui donne une idée du rôle d'Airbnb dans le tourisme sur des communes où il n'y a pas d'infrastructure hôtelière en tout cas. En effet, mais on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas économique à avoir un hôtel de 25 ou 30 chambres dans des endroits où on ne peut pas assurer un taux de remplissage minimum. Donc c'est hyper complémentaire. Et des touristes qui vont dans des villages ou dans des communes rurales, c'est des gens qui vont aller consommer. S'il n'y a rien à consommer sur place, ils ne vont pas pouvoir consommer quoi que ce soit, certes, mais ils vont aller consommer, ils vont aller dans des restaurants, etc. etc. C'est ça, je pense, la redistribution de la manne touristique en France. C'est ça, finalement, c'est l'enjeu dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce que tu dis, c'est oui, il y a l'enjeu touristique, et après, il y a tout le collatéral avec l'activité que ça crée autour. Exactement. Les effets induits, on parle de cela, les effets induits du tourisme. Et c'est très variable. Il y a des endroits où ça peut représenter 20% du PIB en France, et des endroits où ça représente 2% du PIB. Mais en tout état de cause, à chaque fois qu'un touriste va quelque part, il va chercher à consommer. Et ça va créer donc de l'emploi, ça va créer de l'activité, ça peut même susciter la création d'entreprises. Et je pense que ça, c'est un enjeu assez fort. Il faut réussir à le faire accélérer encore dans les semaines et dans les années qui viennent. Et alors, tu parlais de... tu as dit de capillarité, ou en tout cas de croissance organique. Je ne sais plus quel est le mot exactement. J'ai dit les deux, mais je parle beaucoup. Tu citais des exemples qui m'ont assez étonné de partenariats. Je crois que c'était avec l'Eure-et-Loir. Et comment ça se met en place et justement ce maillage public-privé. Alors comment ça se met en place c'est vrai, on a fait un partenariat avec l'Eure-et-Loir l'année dernière. Le président du département de l'Eure-et-Loir est le plus âgé des présidents de département en France. Il a 85 ans. Donc c'est assez étonnant, on se dit, quelqu'un qui est quand même relativement âgé va travailler avec une entreprise qui est très jeune et va prendre, c'est quasi un risque pour certains de se dire on va travailler avec Airbnb. Pas du tout. Lui il s'est dit, moi l'Eure-et-Loir, c'est un département hyper rural, j'ai pas d'infrastructure pour accueillir des touristes, je suis à 1h30 de Paris, comment est-ce que je peux réussir à développer cette activité-là? Et on s'est naturellement rencontrés. Comment on l'a fait? On a accompagné le développement de l'offre. Parce que tout le sujet du tourisme, c'est l'offre. C'est pas la demande. Les gens veulent venir en France. Et les gens veulent voyager. C'est l'offre. On va mettre un logement quelque part, un hôtel quelque part. Il va attirer des touristes très rapidement. Et autour, créer un écosystème touristique. Et je crois que chez Airbnb, vous avez des critères pour dire c'est un bon terreau pour Airbnb. Et je crois qu'en France, on est au top sur tous les critères. Alors, c'est pas vraiment chez Airbnb, c'est ma vision du... Mais bon, c'est pas grave. Alors, Emmanuel, bonjour, quelles sont les vies? Je pense qu'il y a 5 critères, et c'est vrai que ces curseurs sont au maximum pour la France, et c'est ce qui fait que la France est aujourd'hui le 2e pays Airbnb au monde, derrière les États-Unis. C'est le pouvoir d'achat. Il y a un problème de pouvoir d'achat fort en France.
C'est l'attractivité touristique, c'est un pays très touristique. C'est la connectivité, les Français sont très connectés. Les Français sont beaucoup en vacances par rapport à d'autres pays, donc ils libèrent leur maison et ils voyagent beaucoup. Et enfin, c'est un pays de propriétaires. Si on met ces 5 critères côte à côte, on arrive à avoir un effet boule de neige organique comme on observe aujourd'hui en France. Damien, quand vous entendez cette énergie, cet engouement, sur un exemple qui est le tourisme, en tant que député, comment vous réagissez ? Je suis très content, parce que j'ai enfin compris comment on allait résoudre la crise du pouvoir d'achat en France et la crise des gilets jaunes, c'est qu'il fallait que tout le monde ait son logement Airbnb. Non, je crois que ce qui est très intéressant, ce sont 2 choses. D'abord, on voit bien dans les territoires qui ne sont pas des territoires métropolitains, mais les territoires qu'on peut appeler les territoires interstitiels, qui sont soit de la France périphérique ou périurbaine, ou la France des territoires ruraux, eh bien, il y a un modèle économique aujourd'hui avec l'hôtellerie qui ne permet pas de satisfaire finalement une demande en tant que telle. Et je prends l'exemple de mon département, la plus grande ville, elle a uniquement 45 000 habitants. Et pourtant, il y a 2 métropoles à côté que sont Lyon et Genève. Ça veut dire qu'avec une offre comme celle-là, on a la capacité du coup de développer du tourisme. On a la capacité de faire du tourisme une vraie économie, y compris dans des territoires qui n'ont pas des marques touristiques en tant que telles. Donc je trouve que c'est une initiative effectivement positive, intéressante. Et la deuxième chose, c'est que ça montre l'interaction et l'imbrication qu'il y a entre le public, le privé, et également le secteur citoyen et associatif. Et je crois que c'est cette imbrication-là qui est importante. Vous savez, on sait aujourd'hui qu'on est dans un pays, malheureusement, où il y a 2 000 milliards d'euros de dettes, et on sait que tout ne pourra pas venir de l'initiative publique. Et que donc, on doit répondre à ces demandes-là, à ces offres-là, et je crois que c'est une initiative qui est importante, et ça fait tomber les idées reçues. L'image d'Airbnb liée finalement à Paris, aux grandes capitales, eh bien on voit aujourd'hui que dans des territoires plus périphériques, il y a un développement et ça crée une attractivité économique importante. On a pris l'exemple du tourisme. Est-ce que vous vouliez nous citer ou vous avez d'autres initiatives en tête ? Je pense peut-être à la Poste ou à d'autres choses que vous, en tant qu'élu, pour vous, vous avez envie de soutenir, encourager, qui viendraient du corporate ou des citoyens, si vous l'avez cité. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont possibles. Je crois que le premier des enjeux, c'est la question de la mobilité. Et si le débat est aussi passionné aujourd'hui en France, c'est parce que c'est un enjeu central. Et dans cette question de mobilité, il y a multiples réponses. Il y a le développement, par exemple, comme dans la ville de Dole, dans le Jura, d'une navette autonome qui permet de traverser le centre-ville pour tout le monde de manière gratuite avec cette navette-là. Il y a aussi, bien sûr, la question de la dépendance et de l'autonomie des personnes âgées. Quand une personne âgée va dans un établissement spécialisé, eh bien, ça a un coût important pour la société. Quand on arrive à prolonger cette autonomie et ce maintien à domicile grâce à des systèmes performants comme le coussin intelligent ou des choses comme ça qui permettent de préserver la personne âgée dans son cadre de vie, eh bien, là aussi, finalement, ce sont des gains économiques. Tout ça pour dire que l'innovation, elle est partout. Et l'innovation sociale, ça existe également, et c'est important de pouvoir la développer. Et on pourrait démultiplier comme ceci les exemples à l'infini, mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, acteurs politiques et acteurs publics, on ne pourra pas réussir tout seul. Et on a besoin de tout le monde et de ces initiatives privées pour justement transformer la société française et répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et merci, moi évidemment je partage, je partage complètement. Et nous, entreprises jeunes, avons besoin de travailler avec les pouvoirs publics pour comprendre là où on peut avoir de l'impact, nous adapter, parce que ces entreprises sont des entreprises qui sont mondiales, mais Airbnb est présent dans 191 pays dans le monde, donc c'est difficile d'être multilocal, de s'adapter aux problématiques locales. Et donc on a besoin d'accompagnement, on a besoin de pouvoir discuter avec les départements, les régions, l'État, pour mettre en place quelque chose qui ne soit pas une friction, mais vraiment un soutien et un support à l'économie locale, notamment dans le tourisme, mais pas que. L'économie collaborative, la France est le pays d'Europe qui a le plus embrassé l'économie collaborative. C'est pas qu'Airbnb, hein, Le Bon Coin, Blablacar, Drivey, Wicar, Vidressing, etc. Et toutes ces entreprises-là sont des entreprises jeunes qui ont besoin de s'insérer dans un historique économique qui est très ancien, et c'est ce soutien-là qui est important pour nous. Moi, je partage effectivement ce qui est dit. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre que la régulation politique
ne peut pas se faire uniquement sur la norme. La règle, elle est importante. La norme, elle est importante. Encadrer, c'est important. Mais il faut aussi tout simplement créer des chances, créer des espaces. Et je crois que notre vision politique, elle ne peut pas être uniquement sous l'angle de la contrainte. Elle doit être aussi et surtout sur l'angle de la possibilité. Laisser cet espace-là. Moi, je suis toujours frappé, je dis que finalement en France, j'ai toujours cet exemple en mémoire, mais il y a quelque temps encore, il y a 20 ans, quand on se soignait, eh bien, on regardait la notice pour voir en quoi le médicament pouvait nous soigner. Aujourd'hui, on regarde les effets indésirables. Eh bien, c'est ça qu'on doit faire évoluer. C'est ce sentiment finalement que la précaution devient parfois l'immobilisme ou l'inaction. Et on doit retrouver cette culture à la fois du risque, à la fois aussi de l'échec et de la réussite, et donc tenter ces initiatives locales-là. Nous, par exemple, on a lancé une initiative avec, il y avait tout à l'heure le patron de Michelin, dans l'un c'est Renault Trucks, et une initiative qui a été lancée avec Transpolis, qui est justement la ville du futur. Et comment penser les interactions, la mobilité dans le futur. Et ça, ce sont des enjeux. Et là, on a l'exemple type d'un partenariat public-privé qui nous permet justement d'avancer, de tester et d'expérimenter sur les territoires. Tu veux agir ? La ville du futur, oui, moi je partage complètement, c'est aussi un sujet qu'on travaille en interne, c'est l'habitat du futur, la ville du futur, et c'est la même chose, ce ne sera pas quelque chose qu'on va incuber uniquement nous en tant qu'entreprise, mais ça sera avec un terreau d'autres entreprises et des pouvoirs publics. Ce qui m'interpelle, et j'en discutais hier soir d'ailleurs, c'est l'habitat de demain. Comment les gens et comment on va utiliser le logement demain. C'est ça, c'est des vraies questions. Et pas que dans les métropoles d'ailleurs, partout. Ça, c'est une question qui est importante, sur laquelle on réfléchit et qui nous permettra de savoir, aujourd'hui, il y a par exemple 100 000 logements vacants à Paris. 100 000 logements vacants à Paris, c'est colossal. Il y a une crise du logement effarante à Paris, et c'est 100 000 logements vacants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, avec les pouvoirs publics, pour les remettre sur le marché, sur la location courte durée, moyenne durée, longue durée, peu importe. Comment on peut travailler ensemble là-dessus ? Je pense que c'est des efforts conjoints qui vont permettre de résoudre cela. Même chose sur les déserts touristiques, et évidemment, même chose sur le rural. Nous, on observe une tendance très forte en France, c'est la mise au vert. La mise au vert. L'urbain, le métropolitain, qui a envie de se mettre au vert pendant 2-3 jours le week-end. Ça, c'est un phénomène qui est en explosion, on le voit. Le Lyonnais qui a envie de partir à 1 heure de Lyon juste pour se mettre au vert, ça, c'est un sujet sur lequel, à mon avis, on peut travailler aussi pour essayer de comprendre comment ces dynamiques pendulaires peuvent être exploitées et densifiées. C'est une des tendances fortes aujourd'hui du tourisme. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est qu'il faut continuer, développer ces initiatives. C'est qu'il faut, en France, justement, eh bien, leur faire confiance. Je crois que l'acteur politique, il est là aussi pour faire confiance à ces initiatives privées. J'ai envie de dire, finalement, j'ai une citation qui me vient à l'esprit, qui est celle de René Char, qui, je trouve, symbolise bien le modèle économique que vous portez, qui impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Donc j'espère qu'ils vont nous regarder souvent pour qu'on puisse faire ce développement économique dont notre pays a tant besoin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.